T'es-tu déjà senti prisonnier d'une vie parfaite? Une vie que tout le monde envie, une vie de succès, de confort et de beauté, mais qui à l'intérieur, te semble aussi vide et silencieuse qu'une cathédrale après la dernière prière? Bonjour à toi, âme en quête d'histoire qui nous rappelle que les chemins que nous choisissons, et ceux que nous abandonnons, finissent toujours par se croiser à nouveau. Le récit que je vais te confier aujourd'hui est celui d'un homme qui avait tout pour être heureux, mais qui avait oublié que le bonheur n'est pas un lieu où l'on arrive, mais une personne avec qui l'on marche. Avant de commencer ce voyage au cœur des regrets et des secondes chances, si tu crois que le véritable amour est un trésor que l'on ne peut évaluer, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons de vie, et à laisser un pouce bleu. Chaque soutien est une preuve que nos histoires résonnent en vous. Merci. Cet homme, c'était Javier Delgado. Et ce matin-là, dans son cabinet de chirurgie esthétique, le plus chic de la capitale, la perfection de sa vie lui pesait plus que jamais. Non, Javier Delgado, vous n'avez pas de rendez-vous pour demain. Vous avez un patient à midi, c'est tout. La voix de son assistante, à travers l'interphone, était aussi nette et précise que ses instruments chirurgicaux. Génial, je suis très content, a répondu Javier avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il s'est levé et a regardé par l'immense baie vitrée qui donnait sur les avenues les plus chères de la ville. Libre. Demain, il était presque libre. Une bouffée d'oxygène dans une vie qui l'étouffait. Il pensait à sa fiancée, Isabella. Cette fille était belle et intelligente, mais elle était si calculatrice que parfois, Javier avait l'impression qu'elle regardait les gens en évaluant uniquement le contenu de leur portefeuille, pas leur âme. Elle était le choix parfait, approuvé par son père, le puissant Ricardo Delgado. Elle était le dernier accessoire de sa vie parfaite. Et il la détestait. Il la détestait parce qu'elle n'était pas Maria. Maria. Le prénom était un fantôme, un parfum de jasmin et de terre humide dans le monde aseptisé de Javier. Un souvenir vieux de 10 ans, mais si vif qu'il semblait dater d'hier. Pour comprendre, il faut remonter le temps. Il faut quitter la capitale et retourner au village. Le petit village blanc d'Andalousie où la famille Delgado possédait une villa depuis des générations, leur refuge d'été. Javier, alors jeune étudiant en médecine, y passait toutes ses vacances. C'était son monde secret, loin de la pression de son père, loin des attentes de sa caste. Et c'est là qu'il l'avait rencontrée. Maria. L'orpheline du village, comme certains l'appelaient avec un mélange de pitié et de mépris. Elle n'avait personne. Élevée par une vieille tante malade, elle travaillait depuis l'âge de 16 ans à la petite boulangerie du village pour survivre. Elle n'avait rien, mais elle possédait une richesse que Javier n'avait jamais vue. Une joie de vivre féroce. Un rire qui semblait pouvoir faire fleurir les oliviers en hiver. Et une dignité à toute épreuve. Leur amour est né dans l'odeur du pain chaud et des secrets partagés à l'aube. C'était un amour pur, évident, un amour qui se moquait des mondes qui les séparaient. Pour Javier, Maria n'était pas une orpheline. Elle était son origine, son point d'ancrage. Avec elle, il n'était pas l'héritier Delgado. Il était juste Javier. Et il était heureux. Vraiment heureux, pour la seule et unique fois de sa vie. À la fin de cet été-là, il a pris la décision la plus importante de son existence. Il allait l'épouser. Il allait l'emmener à la ville, l'arracher à sa vie de labeur. Il était jeune, naïf, et il pensait que leur amour pouvait conquérir le monde. Il n'a pas conquis le monde. Il s'est heurté à un mur. Le mur du mépris de son père. La scène avait été d'une violence inouïe. Dans le grand salon de la villa, Ricardo Delgado avait écouté son fils, le visage fermé. Puis, il avait dit, « Une orpheline? Une boulangère ?» avait-il sifflé. « Es-tu devenu fou? Tu es un Delgado. Tu épouseras une femme de notre rang. Tu es l'héritier d'un empire. Tu ne vas pas tout gâcher pour une amourette de vacances avec une paysanne. » Ce n'est pas une amourette, père, je l'aime. L'amour? L'amour ne paye pas les factures, mon garçon. L'amour ne maintient pas un empire. Le pouvoir, si. L'alliance des familles, si. Le ton était monté.
Et puis, l'ultimatum était tombé, froid comme une lame de guillotine. Le choix est simple. Soit tu oublies cette fille et tu suis le chemin que j'ai tracé pour toi. Soit tu l'as choisi, et tu n'es plus mon fils. Je te déshérite. Tu n'auras plus un centime de ma part. Je m'assurerai que toutes les portes se ferment devant toi. Tu verras combien de temps ton grand amour durera quand tu n'auras plus rien à lui offrir que la misère. Javier avait lutté. Mais il était jeune. Faible. Il avait été élevé dans le luxe, dans la facilité. La peur de la pauvreté, la peur de ne pas pouvoir offrir à Maria la vie de reine qu'il pensait qu'elle méritait, la peur de l'échec, tout cela a eu raison de son amour. Il a fait le choix du lâche. La dernière fois qu'il a vu Maria, c'était sur la place du village. Il lui a expliqué, avec des mots maladroits, que c'était impossible. Que son monde était trop compliqué. Il n'a pas osé lui parler de l'ultimatum de son père. Il l'a laissé croire qu'il ne l'aimait pas assez. Il a vu la lumière dans ses yeux s'éteindre. Il a vu son cœur se briser. Et il est parti, laissant derrière lui le fantôme de son propre bonheur. 10 ans ont passé. 10 ans pendant lesquels il a suivi le chemin de son père. Il est devenu un grand chirurgien. Il a gagné de l'argent. Il s'est fiancé à Isabella. Il a coché toutes les cases de la réussite. Mais chaque nuit, dans le silence de son lit trop grand, il revoyait le visage de Maria. Ce matin-là, sur son bureau, il y avait une enveloppe. Une enveloppe simple, avec un timbre du village. C'était une invitation. Le fils du maire du village se mariait. Et il l'invitait, lui, l'enfant du pays qui avait réussi. Isabella a jeté un regard dédaigneux sur l'invitation. « Tu ne vas pas aller à ce mariage de plouc, j'espère ? J'ai une conférence médicale là-bas, ce week-end, a menti Javier. Je devrais y faire un saut, pour les relations publiques. Son après-midi de libre, demain. C'était un signe. Il allait y aller. Pas pour le maire. Pas pour les relations publiques. Il allait y aller pour une dernière bouffée de ce parfum de jasmin et de terre humide. Et toi, qu'en penses-tu? Qu'aurais-tu fait? Je fais une pause ici, au moment où Javier décide de retourner sur les lieux de son crime de cœur. Pourquoi fait-il cela? Cherche-t-il le pardon? La punition? Ou veut-il simplement se prouver à lui-même qu'il a fait le bon choix? Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de sa décision. Car ce voyage n'allait pas être un pèlerinage. Ça allait être un tremblement de terre. Reprenons. Le trajet jusqu'au village a été une torture. Chaque virage de la route de montagne ravivait un souvenir. Le vieux chêne où ils s'étaient embrassés pour la première fois. La petite crique où ils allaient se baigner en secret. Il est arrivé au village. Rien n'avait changé. Et en même temps, tout était différent. Il n'était plus le jeune homme amoureux. Il était un touriste dans sa propre vie. La fête du mariage battait son plein sur la place principale. C'était une fête simple, joyeuse, pleine de rires authentiques. Tout le contraire des réceptions froides et calculées auxquelles il était habitué. Les gens l'ont reconnu. Javier, le fils d'Elgado. Quelle surprise, il a serré des mains, a souri, jouant son rôle. Mais ses yeux cherchaient une seule personne. Il ne la voyait nulle part. Il a fini par s'approcher de la vieille Elena, la doyenne du village, qui était assise sur un banc. « Comment allez-vous, Elena ? Je vais bien, mon garçon. Et toi ? Tu es devenu un homme important. Mais tu as l'air triste. » Il a ignoré la remarque. « Dites-moi, Elena, Maria, la fille de la boulangerie, qu'est-elle devenue ?» La vieille femme l'a regardé avec un regard étrange, un mélange de pitié et d'ironie. « L'orpheline Maria ? Tu veux dire Doña Maria ?» Le titre, Doña, a surpris Javier. C'était un titre de grand respect, réservé aux personnes importantes. « Elle va bien », a continué la vieille femme avec un petit sourire en coin. « Très bien, même. Regarde. Elle arrive. » Javier s'est retourné. Et son cœur a cessé de battre.
Une voiture, une belle berline mais sans ostentation, venait de se garer. Une femme en est descendue. C'était Maria. Mais ce n'était plus la Maria de ses souvenirs. La jeune fille aux vêtements simples avait laissé place à une femme d'une trentaine d'années, d'une beauté et d'une élégance stupéfiantes. Elle portait une robe simple mais parfaitement coupée, et elle se déplaçait avec une grâce et une assurance qui ont fait taire les murmures sur son passage. Les gens ne la regardaient pas avec pitié. Ils la regardaient avec admiration. Avec respect. Elle n'était plus l'orpheline. Elle était Doña Maria. Elle est passée près de lui. Leurs regards se sont croisés. Pendant une seconde, il a vu une lueur de la douleur passer. Puis, son visage est devenu poli, distant. « Javier, quelle surprise !» a-t-elle dit d'une voix calme. Et elle a continué son chemin, allant saluer le maire, qui l'a accueilli avec une déférence marquée. Javier était pétrifié. Que s'était-il passé? Comment la pauvre orpheline était-elle devenue cette reine? Il a attrapé le bras de la vieille Elena. « Expliquez-moi, l'argent? D'où vient l'argent ?» Elena l'a regardé. L'argent? Elle n'avait pas besoin d'argent. Elle avait un trésor. Un trésor que tout le monde, et surtout toi, aviez ignoré. Et la vieille femme lui a raconté. Après le départ de Javier, Maria avait été dévastée. Mais elle ne s'est pas laissée sombrer. Sa vieille tante est décédée quelques mois plus tard, ne lui laissant rien d'autre que la petite maison délabrée et une pile de vieilles lettres. Dans ces lettres, Maria a découvert le secret de ses origines. Elle n'était pas une orpheline de naissance. Sa mère était une femme du village, tombée amoureuse d'un étranger, un artiste qui passait par là. Elle était tombée enceinte, et sa famille, ultra-conservatrice, l'avait bannie. Elle avait dû abandonner son enfant, Maria, à sa sœur, avant de disparaître. Mais le trésor n'était pas là. Le trésor, c'était le père de Maria. Cet artiste inconnu. Son nom était Julian Soro. Un nom qui ne disait rien à Javier. Mais Elena a continué. Julian Soro, dans sa jeunesse, avant que sa peinture ne devienne célèbre, avait eu une fille qu'il avait été forcé d'abandonner. Il l'avait cherchée toute sa vie. Il était décédé quelques années plus tôt, léguant toute sa fortune à une fondation, avec une seule mission, retrouver sa fille perdue ou ses descendants. Et Maria, grâce aux lettres, a pu prouver qui elle était. Julian Soro. Un des plus grands peintres du XXe siècle. Sa fortune était colossale. Maria n'avait pas seulement hérité de l'argent. Elle avait hérité d'un nom, d'un talent, d'une histoire. Elle n'a pas quitté le village. Elle a utilisé cet argent pour le transformer. Elle a racheté les oliveraies abandonnées, créé une coopérative d'huile d'olive bio qui employait la moitié du village. Elle a restauré les vieilles maisons, financé une nouvelle école. Elle était devenue le cœur, l'âme et le moteur économique de sa communauté. Elle avait fait ce que Javier, avec toute sa richesse, n'avait jamais pensé à faire. Javier a écouté, la nausée montant en lui. Il n'avait pas abandonné une pauvre fille. Il avait abandonné une héritière. Une femme qui n'avait jamais eu besoin de son argent, ni de son nom. Une femme qui était bien plus forte et bien plus riche que lui, bien avant que l'argent n'arrive. Il s'est approché d'elle, plus tard dans la soirée. Elle était seule un instant, regardant les enfants danser. Maria, je ne savais pas. Elle s'est tournée vers lui. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux. Juste une infinie tristesse. Qu'est-ce que tu ne savais pas, Javier? Que j'étais riche? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Oui, non, je ne sais pas. Si, tu sais, a-t-elle dit doucement. Si tu avais su, tu aurais défié ton père. Tu serais resté. Non pas pour moi. Mais pour mon argent. La seule chose que ton père ne pouvait pas te reprocher. La vérité de ces mots l'a frappé en plein cœur. Je t'aimais, Javier, a-t-elle continué. J'aurais vécu avec toi dans une cabane. J'aurais continué à vendre du pain toute ma vie, si c'était avec toi. Mais tu n'as pas cru en nous. Tu as cru en l'argent de ton père.
C'est la seule différence entre nous. Moi, quand j'ai eu de l'argent, je l'ai partagé avec mon village. Toi, tu l'as utilisé pour construire des murs autour de ton cœur. C'était fini. Il le savait. Il n'y avait pas de seconde chance. Ce soir-là, en rentrant à la ville, Javier a compris. Son père ne lui avait pas seulement volé son amour. Il lui avait volé son âme. La confrontation avec Ricardo Delgado a été d'une violence froide. Javier ne lui a pas parlé de l'héritage de Maria. Il lui a parlé de lui. J'ai passé 10 ans de ma vie à suivre ton chemin. À devenir l'homme que tu voulais que je sois. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que cet homme est vide. Il n'a rien. Il a enlevé la montre de luxe que son père lui avait offerte. Il a posé sur la table les clés de sa voiture, de son appartement. Je ne veux plus de ton argent. Je ne veux plus de ton nom. 10 ans trop tard. Il est parti ce jour-là. Il a rompu ses fiançailles avec Isabella. Il a démissionné de son poste. Il a vendu tout ce qu'il possédait. Et avec l'argent, il a fait la seule chose qui avait encore un sens pour lui. Aujourd'hui, si vous allez dans ce petit village d'Andalousie, vous trouverez une nouvelle clinique. Une petite clinique moderne, propre, qui offre des soins gratuits aux habitants du village et des environs. Elle est financée par une fondation anonyme. Le seul médecin qui y travaille est un certain docteur, Javier. Il n'est plus riche. Il n'est plus célèbre. Mais les gens disent qu'ils ne l'ont jamais vu avec un regard aussi apaisé. Ils croisent parfois Doña Maria. Ils se saluent, poliment. Il n'y a plus d'amour entre eux. Mais il y a quelque chose de nouveau. Du respect. Javier a enfin compris que la plus grande des fortunes n'est pas celle que l'on hérite, mais celle que l'on construit, en donnant un sens à sa propre vie. Et que le plus grand des luxes est de pouvoir se regarder dans le miroir, le matin, et de ne pas avoir honte de l'homme que l'on y voit. Et toi, qu'en penses-tu? Qu'aurais-tu fait à sa place? La mélancolie a laissé place à une mélodie simple, sereine, une mélodie de rédemption et de paix intérieure. L'histoire de Javier et Maria est celle d'un amour brisé par l'orgueil et les préjugés. Mais c'est aussi et surtout l'histoire d'une rédemption. La rédemption d'un homme qui a dû tout perdre pour enfin se trouver. Elle nous rappelle que le chemin vers le bonheur n'est pas toujours celui qui brille le plus, mais celui qui est le plus fidèle à notre propre cœur. Si ce récit de pardon et de seconde chance a touché ton âme, si tu crois qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie, alors rejoins la grande famille des histoires de vie. Abonne-toi pour que la sagesse de nos récits continue de nous éclairer. Active la cloche pour ne jamais manquer une leçon du destin. Et laisse un like si tu penses que Javier, en perdant sa fortune, a enfin trouvé sa vraie richesse. Merci de ton écoute. Prends soin de toi, et n'oublie jamais que le plus beau des palais ne vaut rien si l'on y vit seul. À très bientôt. Abonne-toi maintenant et mets un pouce bleu. Merci.